Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette magnifique soirée. Je suis Hélène Orin, l'adjointe d'Alexia Fabre à la direction de l'école. Et je voudrais vous remercier d'abord de nous avoir rejoints. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir pour ces séances de pensée présent. On est obligé de commencer bien à l'heure parce que il y a une retransmission de nos échanges sur Internet en direct. Et donc, voilà, il faut aussi penser à ceux qui ne sont pas physiquement avec nous et qu'on salue nombreux et qu'on remercie de nous avoir rejoints. Je voudrais d'abord saluer Julien et Céline, qui sont les deux héros de la soirée. On est très fiers, d'abord, évidemment, de tout le travail mené au cours de la Biennale de Venise pour ce magnifique pavillon français. À titre personnel, merci à Julien pour cette présentation formidable de ton travail, de ta pensée, de ton expression. Moi, je trouvais que c'était très important, à la fois pour les Beaux-Arts, de saluer l'ensemble de la communauté des enseignants et des chefs d'atelier des Beaux-Arts, mais aussi, je trouvais que c'était important que justement cette année, où le thème de la Biennale, c'était Foreigners Everywhere, eh bien que ce soit toi, précisément, qui représente la France dans sa diversité, dans son histoire complexe, dans ce travail de mémoire que tu nous proposes pour retisser les liens avec le présent, avec la création d'aujourd'hui, avec l'avenir. Et donc, voilà, on était, nous, particulièrement émus et fiers que Julien puisse représenter la France à la Biennale. Et puis, je voudrais remercier les équipes de l'Institut français avec lesquelles on a beaucoup bossé pour préparer eh bien l'ouverture du pavillon et l'ouverture de la Biennale, et remercier aussi Pascal et l'équipe des éditions, puisque le catalogue a pu être édité par la maison d'édition des Beaux-Arts. Et je vous encourage à le feuilleter et même à l'acheter, ce catalogue, parce que je le trouve absolument merveilleux. Il y a un travail poétique, graphique, linguistique également très important, qui est presque partie intégrante et même totalement partie intégrante de la démarche de l'exposition. Et donc, voilà, je voulais surtout saluer nos deux intervenants ce soir et saluer à travers eux le travail mené au cours de cette biennale. Je passe tout de suite la parole à Audrey, qui va introduire la conférence de ce soir en vous remerciant et en vous souhaitant une très belle soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Penser le présent, ce second de la saison. Je me joins bien sûr à ce que vient de dire Hélène pour vous rappeler que nous sommes vraiment très très heureux d'accueillir ce soir Julien Creuset et Céline Kopp à l'occasion de cette exposition du pavillon français que vous pouvez encore voir jusqu'au 24 novembre. Donc il vous reste encore un peu de temps, avec son titre poème Attila Cataracte, ta source au pied des pitons verts finira dans la grande mer, gouffre bleu, nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune. Donc, nous sommes également très heureuses d'organiser cette rencontre avec Pascal Le Tourel et Isabelle Dupasquier du service des éditions, puisque, comme l'a rappelé Hélène, le catalogue a été édité par les Beaux-Arts de Paris en partenariat avec l'Institut français. Et je vous invite, à l'issue de la rencontre, à une signature qui aura lieu au Palais des Études juste à côté et qui sera ponctuée d'un accrochage des étudiants de l'atelier Creuset dans les galeries gauche et droite. Et on pourra continuer cette conversation autour d'un verre amical. Donc, rendez-vous à l'issue de la rencontre. On continue, la soirée ne sera pas terminée. Quelques mots sur ce catalogue, et je le vois, il circule déjà dans les rangs. Ce catalogue, il fait la part belle à l'oralité et à la voix, autant qu'aux fragments. Il est vraiment conçu comme
un ensemble de fragments en plusieurs langues, que ce soit le portugais, l'espagnol, l'anglais ou le français. Il mélange les genres. Il y a des poèmes, il y a des essais critiques, il y a même un extrait d'un scénario de film. Et il fait entendre des voix qui sont celles d'autrices et d'auteurs dont les mots ne nous sont pas toujours parvenus. Et c'était également un exercice et un hommage à la traduction, puisque certaines traductions en français émergent pour la première fois, notamment l'écrivaine et activiste afro-brésilienne Beatriz Nascimento ou l'écrivaine cubaine Exilia Saldaña. Il est également le fruit d'une collaboration entre 5 chercheurs invités et Julien et Céline y reviendront peut-être. Et ce catalogue, c'est le fil conducteur de notre soirée ce soir. Mais avant de laisser la parole à nos invités, j'aimerais rapidement les présenter. Il manque quelqu'un ce soir autour de cette table. C'est Cindy Sissoko, qui est co-commissaire avec Céline Kopp et qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais je tenais rapidement à la mentionner, rappeler qu'elle était partie prenante de cette aventure, curatrice, écrivaine, productrice culturelle. Et son travail est nourri par les récits et les imaginaires anticoloniaux. Et donc, elle est avec nous ce soir en pensée. Céline Kopp, donc je n'ai pas dit, il y aura donc la signature également du catalogue de l'exposition, mais également le coloring book, le livre à colorier fait par Julien et qui est une collection des éditions des Beaux-Arts de Paris. Voilà, Céline Kopp est avec nous. Céline, tu diriges le magasin de Grenoble. Avant ça, tu as été directrice du Centre d'art Triangle Astéride à Marseille. Tu as travaillé avec des artistes comme Lise McGaugh, Jessie Darling ou Lydia Oraman. Tu as également travaillé à l'international. Tu as été curatrice au MCA à Chicago. Et tu as été co-commissaire avec Étienne Bernard d'une très belle biennale, celle des Ateliers de Rennes en 2018. Et je crois que c'est à cette occasion que Julien et toi avez commencé à travailler ensemble. Et ce dialogue s'est poursuivi. Il s'est poursuivi par une exposition au magasin de Grenoble qui a été un prélude au pavillon de la Biennale de Venise. Et je pense que vous aurez aussi l'occasion d'y revenir ce soir. Julien, difficile de te présenter dans cette assemblée d'étudiants et d'étudiantes qui connaissent bien ton travail, qui te connaissent personnellement puisque tu es chef d'atelier aux Beaux-Arts de Paris. Rappelons-le, tu as grandi à la Martinique, mais tu as étudié de l'autre côté de l'Atlantique, aux Beaux-Arts de Caen, dont tu sors diplômé en 2011 avant d'avoir différentes expériences aussi en école d'art, et c'est pas anodin dans le contexte dans lequel nous sommes ce soir, que ce soit le post-diplôme des Beaux-Arts de Lyon ou le Frénois. Ton travail, on le sait, a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles à Londres, au Camden Art Center, au Palais de Tokyo et à la très belle double exposition qui avait eu lieu également à la Fondation d'entreprise Ricard et à Béton Salon en 2018. Bien sûr, tu as participé à de nombreuses expositions collectives et 2023 a été une année de biennale et de biennale, que ce soit à São Paulo en 2023, à la 35e Biennale de São Paulo, à Performa à New York et bien sûr à Venise. Tes œuvres intègrent de la poésie partie prenante de cette aventure, de la sculpture, de l'assemblage, de la vidéo, et tu as également une pratique performative. L'histoire coloniale, son incidence sur la société contemporaine sont omniprésentes. Et depuis les premières occurrences d'opéra Archipel, que ce soit au Frac Normandie, à Caen ou à la Galerie Noisy-le-Sec, tu as ouvertement manifesté ton attachement à la pensée archipélique d'Édouard Glissant. Cette pensée a également été le point de départ de votre aventure vénitienne, puisque c'est en Martinique, dans la maison d'Édouard Glissant, qu'a débuté le projet pour la Biennale de Venise en février 24. Et on a hâte de vous entendre aussi sur ce point de départ. Autour de ton œuvre gravite une constellation d'artistes, de penseurs, d'auteurs, d'autrices qui t'accompagnent en pensée ou en acte. Je pense aux musiciens
et linguiste Jacques Courcil, à des défunts lointains comme Oswald et Andrade, qui nourrissaient ta pensée dans le prix Marcel Duchamp en 2021, et à d'autres collaborations comme celle avec la chorégraphe Anapi, par exemple, que ce soit à San Paolo ou à la Galerie il y a quelques années. Et ça dit aussi quelque chose de ton esprit de compagnonnage et de partage. La mer, l'espace maritime, le déplacement des hommes et plus largement les échanges postcoloniaux transocéaniques sont au cœur de votre exposition, de ton exposition à Venise, dans cet imposant pavillon français. Ce pavillon qui a été inauguré en 1912, à côté des non moins imposants pavillons allemands et britanniques, alors que la Biennale de Venise n'était à l'époque qu'assez récente, puisqu'elle a démarré en 1895. C'est donc dans ce pavillon que l'exposition que vous avez conçue prend place, dans cet espace qui est traversé par les fluides, peuplé de présences divines, de figures mythologiques qui sont extrêmement liées à la question de la navigation et à l'histoire même de Venise. Je voulais juste finir en lisant les quelques phrases que tu écris dans le dossier de presse de l'exposition. Que signifie le centre lorsque l'on est français? Que signifie le pavillon français à Venise et la représentation nationale? Comment repenser tout cela tout en étant désigné comme ultramarin? Ayant le sentiment d'appartenir à une histoire française beaucoup plus complexe, je crois qu'il faut essayer de la mettre en lumière. Il est important de déplacer physiquement et symboliquement les personnes dans une réalité qui échappe en grande partie à la question des institutions et des politiques culturelles. C'est sans doute utopique, mais cela peut peut-être contribuer à changer certaines perspectives dans le futur. Voilà, c'est autour de cette exposition, dans ce pavillon français à Venise, que nous allons avoir le plaisir de vous entendre ce soir autour de ces voix qui l'habitent. Merci à vous deux. Je vous laisse la parole. C'est beaucoup d'émotions. Vous nous entendez bien? Son temps? L'eau la pluie en pile, au richacha. C'est bon? Et dans l'eau? Oui. C'est bien? Ah. On va commencer avec des mots de d'autres, des voix de d'autres. C'est bien aussi. Ça, c'est un peu nous. La saison de l'ombre, Leonora Miano. Le long de la rive, des radeaux, faits de 3 couches de branchages superposés, solidement attachés. Certains sont accrochés à un piquet fiché dans le sol boueux qui borde la rivière. Lorsque le ressac fait mine de les entraîner, la corde qui les retient s'étire légèrement, les ramène à terre. 2 petits garçons, agenouillés sur la berge, plongent les mains dans l'eau, extirpent en riant des animaux à peau luisante. Il n'y a rien de semblable en pays Moulango. La nouvelle venue les observe longuement, les regarde lancer leur prise frétillante dans un panier, s'étonne en silence à la vue de cette bête dont on n'entend pas le cri. On la fait descendre à terre. Elle est laissée en compagnie de 2 femmes qui l'entraînent. Chacune a passé, autour de son cou, un des bras de l'étrangère. Eyabé sent sa peau contre la leur. Ce contact lui redonne des forces. Le sol n'est pas aussi vaseux que celui qui la retenait prisonnière, mais il est étonnamment détrempé, comme s'il avait plu des jours durant. La marche de ses accompagnatrices demeure prudente. Les cases de ce peuple ont été bâties à quelques pas de la rivière, loin du bord. Les piliers qui les supportent
s'enfonce profondément dans le sol, s'élève à une hauteur incongrue pour Eyabé, avant que n'apparaisse le plancher. La femme se demande comment on accède à ces habitations, pourquoi il a fallu les surélever de la sorte. La marche prend fin devant une maison. Quand une de ses accompagnatrices lui indique une échelle, joignant le geste à la parole pour lui montrer comment pénétrer dans la demeure, Eyabé se dit qu'il n'en est pas question. Des rires fusent. On l'invite à essayer. Elle le comprend aux intonations. On tape des mains pour l'encourager, on improvise un chant. Alors qu'elle commence à se demander si les esprits sont vraiment de son côté, un visage apparaît à travers la porte de la case. On lui parle dans sa langue. Femme, l'eau va monter. Bientôt la terre aura disparu. Si tu restes là, nul ne pourra rien pour toi. La nuit vient. Ça va, je suis bien. Bon, je suis prête. Mais vraiment pas, je vais être avec. On commence et on ne sait pas où on va et on ne sait pas comment on termine. C'est vrai qu'avec toi, Julien, il n'y a jamais un chemin qui est là. On a beaucoup de vie, ça. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on pense une exposition ou un projet, il n'y a pas de début et pas de fin. Et puis il y a des polyphonies aussi. Et il y a des polyphonies. Tout à l'heure, je suis en page avec laquelle, en tout cas, moi, c'est le texte que j'ai écrit dans les livres et qui parle d'exactement la même chose que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as dit c'est comme ça quand on parle avec les autres. Tu as écrit le monde, pourra le lire à nos amis, sors-le de ta poche, ouvre le livre, tourne les pages, cache en haut du morne une ombre de mots, mémo, point de suspension. Je ne m'attendais pas à voir le recueil J'ai quitté Paris. Merci Audrey de l'avoir posé sur cette table. Parce que on s'est demandé tout à l'heure pourquoi J'ai quitté Paris n'avait pas fait partie du prélude du pavillon français à Grenoble. C'est parce qu'au moment du prélude, alors le prélude, peut-être qu'on peut refaire une petite chronologie. C'était donc une exposition qui a ouvert en novembre 2023 et qui s'est déroulée jusqu'au 26 mai 2024. C'est-à-dire que ça a vraiment tuilé avec l'ouverture du pavillon. Et donc, pendant tout ce temps où on a pensé cette exposition, c'était regarder, penser le travail au présent, mais aussi un petit peu regarder les chemins parcourus, toutes les formes, les gestes. Et j'ai quitté Paris. Moi, j'y ai pensé alors qu'on allait en Martinique, parce que pendant qu'on préparait cette exposition à Grenoble, on avait décidé de parler du pavillon et de parler de tout ce que Audrey vient de dire, c'est-à-dire de ce projet de représentation nationale depuis la Martinique, en quittant Paris, justement. Oui, il faut toujours quitter Paris. Il faut toujours quitter le centre. Et c'est décentré. Vous êtes décentré. Quand je dis vous, je pense aussi à Cindy Sissoko, qui n'a pas pu être présente. Mais vous avez fait ce voyage aussi, vous avez quitté Paris. Moi, ça fait un peu 15 ans que je travaille en province, comme on dit, donc j'ai quitté Paris depuis longtemps. Mais oui, avec Cindy, on est allé sans Julien en Martinique, juste toutes les deux. Et finalement pas juste toutes les deux parce qu'on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont parlé de la Martinique, qui nous ont parlé de toi, et on a appris à se connaître aussi. Et ça, c'était en avril 2023, alors qu'on commençait aussi à parler ensemble pour trouver une grammaire commune de ton travail sans toi.
Et je suis à peu près sûre que c'était pas facile pour toi d'être tout seul à Paris pendant qu'on était là-bas. Le nombre de SMS. Ça va? Ça va? Faites quoi? Vous êtes où? Etc. Et c'était très important. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on s'était dit dès le début, même si comme on l'a évoqué tout à l'heure, on s'est rencontrés il y a longtemps avec Julien, on avait travaillé ensemble avant. Il y a eu un moment donné où moi je me rappelle, je t'ai dit, je pense que pour ce projet-là, il y a quelque chose que j'ai pas encore fait, c'est aller en Martinique parce que j'ai besoin de comprendre ton univers, de comprendre d'où toutes ces formes et cet imaginaire, enfin de vivre aussi l'espace, le lieu, de sentir son énergie, sa vibration, d'écouter ses sons. Sa lumière, et c'était important. Et donc, on l'a fait ensemble avec Cindy, et ça a été une des premières expériences vraiment, de langage commun, et tout en ayant le sentiment qu'on rentrait aussi dans un flow qui était beaucoup plus large que nous. On a fait plusieurs voyages, on a été plusieurs fois en Martinique, enfin, d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a eu aussi la conférence de presse ou le voyage de presse. Mm-hmm. Mais tu sais pourquoi c'était important pour faire ce projet à Venise d'aller en Martinique? On l'a beaucoup dit, on a dit que le pavillon commençait là-bas. Ouais. C'est vrai qu'il commence là-bas. Il y a des étudiants ici qui savent pourquoi aussi il commence là-bas. Il commence là-bas parce qu'il y a des choses qui ne peuvent que se vivre, se voir, s'entendre, se sentir, et mine de rien, poser les pieds physiquement sur un sol va apporter énormément d'informations. Ouais. Et en même temps, il y avait cette idée assez belle que il était important de partager la Martinique d'une certaine façon à l'institution qui nous accueille, de le partager aux journalistes, aux critiques, et on a fait plein de choses. Alors, il y a eu un lieu d'ancrage qui est la maison d'Édouard Glissant, qui était aussi un lieu symbolique, puisque on aurait fait cette conférence au centre à Paris. On se pose la question, on l'aurait fait. Est-ce qu'on l'aurait fait dans un grand centre d'art, dans un musée? Est-ce qu'on aurait réussi à trouver un lieu qui puisse porter une sorte de dualité énergétique pour nous accompagner aussi? Et ça me paraissait complexe aussi. Et chez Édouard Glissant, il y a symboliquement une présence, une œuvre, une pensée, et tout un réseau, une cosmogonie d'amitié, d'auteurs. Toi, t'as vécu aussi dans cette maison. Ouais, moi j'y ai dormi pendant, je sais plus d'une semaine. C'est une maison, mais c'est pas qu'une maison, c'est un jardin, et c'est aussi un mouvement qui glisse dans la mer. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Le terrain est très très pentu, et quand on lit Glissant et qu'on sait à quel point il a parlé de cette impermanence et de cette question des cyclones, et cet endroit-là, il était ça, c'est-à-dire que c'était pas juste un endroit symbolique et une maison comme on pourrait l'entendre. C'était presque un mouvement pour moi, et je pense que c'était vraiment important de le faire là-bas. Tu avais complètement raison. Et grâce à l'aide de toutes ces personnes, ça a pu être rendu possible, et c'était vraiment assez extraordinaire. Mais
Tu as dit quelque chose aussi, c'est qu'on a invité des journalistes et c'était pas mince affaire. Tout à l'heure, on a parlé de représentation nationale. C'est vrai que tu portais cette responsabilité-là d'être le premier, etc., etc. Et je pense que c'est quelque chose de pas évident. Et en même temps, ça doit pas juste être un sujet, comme on l'a dit tout à l'heure. Les choses, toi, tu as parlé, Audrey, tout à l'heure d'un travail de mémoire, mais je crois qu'il y a aussi vraiment un travail d'avenir dans ton travail et dans ce que tu as voulu insuffler dans ce projet, que ce soit plus qu'une exposition, même si c'est une exposition extrêmement importante pour toi, en tout cas probablement la plus importante jusqu'à présent, mais tu voulais que ça compte, et faire ce voyage-là de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas depuis Paris, quitter Paris, c'était ouais, là, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, en tout cas, je pense, pour l'Institut français. Je dis ça pour les étudiants, mais chaque expo est la plus importante. Ah oui, désolée. C'est vrai, non, mais c'est vrai en plus. Il n'y a pas une expo plus importante. Chaque expo est la plus importante et doit toujours être la plus importante. Je vais juste dire un mot sur cette maison aussi qui doit être labellisée comme un centre d'art ou une maison d'illustres. Une chose qui est très intéressante en 2024. Glissant est passé en 2011. Et moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer parce que j'étais un étudiant peut-être trop bête et que je me suis pas donné les moyens de rencontrer les personnes qui me tenaient à cœur. Et je crois que c'est important de célébrer les gens quand ils sont vivants. C'est important de tenter d'aller voir les conférences, d'aller au salon du livre et d'aller rencontrer ces personnes qui vous sont chères et qui vous accompagnent d'une certaine façon, avec les mots, avec les pages. Mais cette maison, elle a quelque chose de particulier, même si elle devient un centre d'art, c'est qu'elle peut disparaître à tout moment. Parce qu'elle a jamais été pensée comme étant une maison qui devrait perdurer dans le temps comme un château ou comme un vieux château. Et je trouve ça intéressant. C'est une maison qui, au moindre ouragan, va s'en aller, où les bordures du jardin sont grignotées par l'intensité des vagues et la maison et ses fondations finiront par glisser et s'en aller. Et ce que je trouve assez beau, Glissant a réellement choisi cet endroit comme étant le lieu, et cette question du lieu qui revient beaucoup dans son travail. Et il fallait qu'on commence dans un lieu sensible, qui est la maison de Glissant, mais qui est aussi la Martinique. Et puis on voit à quel point, avec ces questions de vie chère, que la Martinique est un territoire sensible pour plusieurs questions, mais là n'est pas le sujet, mais ça me paraît important juste de le préciser, et qui rend aussi important notre déplacement. Et puis il fallait qu'on ait une histoire commune avant d'aller dans cette vieille bâtisse, dans ce pavillon. Et puis on s'est déplacé sur l'île, c'est-à-dire que la conférence de presse, alors on a appelé ça une conférence de presse, mais on l'a dit à plusieurs reprises à l'époque, c'était déjà le début du projet, du pavillon. Ce moment de conférence de presse, parce que c'était la création d'un instant très 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 symbolique. Et puis on s'est déplacé d'une rive à l'autre, de la mer Caraïbe à l'océan Atlantique. On a traversé la route de la Trace. On est allé et on a été accompagné par les mots, par les voix d'autres personnes aussi. On a regardé la mer, on lui a aussi tourné le dos, on est allé profondément dans la forêt, vers des sources importantes. Peut-être qu'on peut parler de ça aussi. En tout cas, il y avait beaucoup de mots, il y avait... Je crois que ce qu'on a essayé de communiquer aux personnes qui nous ont accompagnés, parce qu'il n'y avait pas que des journalistes, c'était une intention, parce que tout le monde est arrivé en
en voulant savoir, alors ça va être quoi le pavillon, il y aura combien de sculptures, il y aura combien de ci et combien de ça. Et au bout du compte, tout était déjà là, tout était déjà dans le titre et dans ce déplacement. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu as parlé d'expérience. Et je pense que ça a été une des premières choses que tu as évoquées sur le pavillon. Et c'est vrai, tu as raison, toutes les expositions sont les plus importantes, mais en tout cas, celle-là, elle était très importante d'un point de vue symbolique, pour plein de raisons. C'est que tu avais envie de créer une expérience, quelque chose de vraiment immersif. Et tout de suite, le langage était premier, le langage, le son, le mouvement, le déplacement, même si ensuite toutes les formes et tous les gestes naissent. Et c'était ce moment de partage aussi, ce voyage. Mais il y a une question qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment on fait pour dire, pour me dire, vous êtes le premier ultramarin et avoir une méconnaissance totale de ce que ça veut dire ou ce que ça signifie. Aussi, il y avait quelque chose de cet ordre-là. En fait, comment on peut parler d'un vécu, d'une expérience, d'une histoire sans avoir de prisme et avoir juste une quelconque littérature pour accompagner des mots, des propos, et puis regarder le travail comme ça en un coup d'œil et dire ah tiens ça c'est un travail qui peut-être traite des termes très précis qu'on entend beaucoup. On a beaucoup joué parce qu'il y a des mots qu'on n'a jamais prononcés aussi et que je ne compte pas prononcer encore. C'était volontaire. Mais pour ça, il fallait que certaines personnes vivent physiquement la Martinique. Le déplacement, les heures, le décalage horaire, l'absence, comme tu l'as dit, en tout cas, d'institutions telles qu'on peut les connaître en métropole et à Paris. Voir aussi rencontrer les artistes, les lieux dans lesquels ils et elles travaillent, comprendre que la question de l'atelier, elle se pose peut-être aussi différemment ou pas. Faire l'expérience de la vie chère. Et puis rentrer à Paris, hein, pour ensuite découvrir le pavillon à Venise. Je me demande si les jeunes gens là, qui sont par là n'auraient pas envie de nous lire un bout de texte. Vous voulez le micro? Bon. Bien. Bonsoir. Luis Pales Matos, Agonías. Un perfume de rosa ya marchita en el florero viejo y olvidado. Un amor eucarístico que agita la blancura nevada de un brocado. Una nostalgia viuda que se esfuma, un olor de recuerdo en la vereda. Un llanto melancólico de espuma, muriéndose lilial en la ribera. Un trino que se ahoga en la garganta de un ruiseñor cansado y una luna que pálida y sin brillo se levanta tras un romanticismo de laguna. Un ensueño de opio desteñido flotando sobre el alma del poeta, como una mustia languidez de olvido en el cáliz sutil de una violeta, desgreñando en el zinc impertinente un madrigal escuálido la lluvia,
que al beso de los rasos del poniente urde una regia cabellera rubia. Un dejo de cansancio entre las ruedas del carro que camina lentamente, un frufru aristocrático de seda bajo un chorro de luz opalescente, un caso de sangre purpurina y un paisaje de invierno silenciario, una ansia religiosa, una ansia albina, una ansia de rezar con un rosario. Opalecer de hojas que se quejan, al retregarse en ellas triste el viento, aleteo de ilusiones que se alejan, como por arte de un encantamiento. Un castillo hecho ruinas que sostiene el desmalezamiento de la zarza, un río todo piedras, donde viene a suspirar el alma de la garza. Merci. C'est ça notre polyphonie. Prends ton temps, Christelle. Je crois qu'on avait envie de partager les imaginaires des eaux douces, des eaux salées, qu'on avait envie de poursuivre aussi là cette idée de bibliographie qu'il y avait avec Oswald. C'est une vidéo où il y a ce personnage qui met sa main dans sa tête et qui retire des livres et qui est une façon hypnotique de donner à avoir une bibliographie. Mais on avait envie aussi que ça devienne une sorte de cahier d'études, comme quelque chose où on aurait des imaginaires communs en partage, autant en espagnol, en portugais, en anglais, en français. C'est assez important ce que tu viens de dire parce que en Martinique, dans ce voyage, quand on a commencé le pavillon, une des premières personnes qui a pris la parole, c'était Estelle Copolani, qui est poète réunionnaise. Et c'était à l'époque avec Estelle que tu avais travaillé à la création de cette vidéo Oswald, que tu viens de décrire. Et l'idée, c'était, en tout cas, tu m'en avais parlé comme ça, à l'époque, de répondre à une question: comment est-ce qu'on peut partager une bibliographie, mais d'une manière qui soit vraiment belle. Comment est-ce qu'on peut parler de beauté dans cet acte de partager une liste de livres et de donner à cela vraiment une dimension d'offrande. Et c'est totalement ce qui se passe dans cette vidéo qui est, enfin moi ça m'a beaucoup marqué, qui est silencieuse, et c'est très rare dans ton travail. Donc il y a vraiment un peu mis à nu comme ça, avec la transparence de ce corps qui porte toute son histoire, ses joies et ses tristesses, d'offrir, de sortir de soi-même une référence bibliographique et de l'offrir. Et avant, Christelle, que tu prennes la parole, peut-être dire aussi que ce catalogue, ce livre, qui est aussi un des espaces du pavillon, qui prend une autre forme, là il est sous forme imprimée, mais il a aussi une version, il y a un compagnon qui a une forme orale. Ces textes, ils ont tous, donc 70 textes, traduits pour certains pour la première fois, ont été lus. Voilà. Par Maboula, par Cindy, par... je vais y arriver. Il y a Anna. Anna, bien sûr.
il Et y a Sophia, voilà. On m'a posé une question tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'ai pas pu aller à Venise et du coup, je viens chercher Venise ici dans ce lieu de rencontre. J'ai trouvé ça assez beau. Et en même temps, je me demande comment on peut partager l'expérience du pavillon, dont on a une certaine manière d'en parler ou de ne pas en parler, tout en partageant. Et en même temps, c'est vrai que dès le départ, on a pensé comment tous ceux qui n'iraient pas à Venise ou qui ne pourraient pas aller à Venise pourraient avoir accès au pavillon français. Et on a toujours pensé ce catalogue comme étant une forme pour avoir les intuitions, les émotions, les sensations de Venise, mais presque pensées, partagées par les autres. Et qu'on s'est dit, ceux qui pourraient pas avoir accès à l'ouvrage, même si, avec Pascal, on a réfléchi à quelque chose qui était difficile, c'est comment rendre accessible un catalogue d'exposition et qui soit accessible à moindre coût. Donc ça a été un vrai challenge, en tout cas de réussir à faire un bel objet et un objet accessible. Puisque mes souvenirs de visite de biennale, c'est aussi des souvenirs d'aller voler les livres dans les librairies. Et je me souviens. Et c'était un moment important pour nous de repartir avec les catalogues d'exposition, mais on pouvait pas mettre autant d'argent. Et il y avait aussi cette volonté aussi de faire en sorte qu'ils soient accessibles. Et le fait aussi qu'ils étaient pensés comme des polyphonies de voix, c'était aussi notre manière de dire, ah ben tiens, et on peut créer une autre forme d'accès, mais aussi en étant dans des langues différentes, en se disant, ben tiens, s'il y a des lusophones qui veulent accéder d'une certaine manière à l'imaginaire du pavillon, ils pourront des hispanophones, des anglophones et des francophones. Donc il y avait vraiment cette volonté de partager ce qu'on ne pourrait pas vivre physiquement par une certaine idée, un certain amour de la lecture. Et de l'écoute. Et de l'écoute. Puisque tout est accessible aussi en version audio depuis la page Instagram du pavillon, Attila Cataracte. Ou sur YouTube. Même si ce qu'on a écouté tout à l'heure, lu par Maboula Soumaoro, il n'y a que 12 écoutes. Mais au moins, c'est là. Voilà, comme ça, vous savez. Je regarderai demain s'il y a plus d'écoutes. Christelle, tu veux nous partager quelque chose? Oui. Bonsoir. Je vais lire le texte de Marie Goesu Moreno. Contando el cuento. Alors, je suis une femme de la mer et je le resterai. Tant qu'il y aura des poissons, tant qu'il y aura des rivières, tant qu'il y aura la mer. Et même si je peux encore rêver, pêcher et aimer, pendant que je rame dans l'immensité, ma sueur est la mer, mon sourire la rivière, et quand je mourrai, je veux qu'ils envoient une énorme vague pour que les nuits de lune, je sorte naviguer avec mon chapeau en forme de bouilloire, mes avirons et mon panier. Mon canot est fabriqué, je commence à ramer en chantant des chansons qui touchent l'âme d'un passé d'angoisse qui ne reviendra pas. Et je continuerai à chanter des chansons très tristes que m'a apprises ma grand-mère, sans les princes noirs ramenés d'Afrique, vendus sur les marchés comme des noirs sans caste. Et je le raconte à mes enfants et aussi à mes petits-enfants, pour qu'eux-mêmes, à leur tour, continuent à le raconter à travers le temps et que l'histoire reste gravée pour l'éternité et que jamais elle ne disparaisse.
parce qu'elle est devenue un mythe, la femme qu'ils ont enterrée dans une vague immense au bord de la mer. Salut. Bonsoir. Je vais lire un texte de Conceição Evaristo qui s'appelle Olhos d'Água. Alguém cantou a pedra e o segredo foi rompido. A desgraça vaza dos poros da terra. O mundo explode. Seres de 1000 mãos agarram tudo. Nada escapa. Tudo se torna objetos agarráveis. Gente, coisa, bicho. Às vezes me pego assustado diante da TV. O mundo explode e é aqui mesmo. Quem derramou o pó há de juntar toda a poeira. Faca molada, corta. E pode ser um jogo lento. Ótima tortura. Arranco os bagos do filho da puta que me traiu. Acerto as contas, as minhas. Levo o concluído e entrego ao bacana. Nunca falhei. Ele retira o que é dele e devolve o que é meu. Hoje não terá devolução alguma. Devo. Falta. A dívida do outro é minha dívida. É? O apartamento da chefia é bonito. Olhando para baixo se vê o mar. Quero a morte lenta e calma. Quero boiar no profundo fundo do mar. Quero boiar no profundo fundo do mar. Quero o fundo do mar amor, onde deve reinar calmaria. É lá no profundo fundo que eu vou construir um castelo para a morada do meu filho. Bica, predileta minha, vai também. Ela sabe que da ponta da escopeta também sai carinho. No fundo do mar, mundo algum explode. Bica, dileta minha, a vida explode. Explode, ode, ode, ode. Mar amor. O meu desejo é um castelo de areia? Nem sei. Um dia, copo de uísque na mão, de lá de cima olhei o mar. Eu era grande, no alto de tudo. O mar lá embaixo abrindo todo, todo. Grande é o mar. Quando não estou com minha arma por perto, me borro de medo. Tenho vontade de chorar. Olhando o mar lá de cima, vi que pequeno sou eu. O outro, o que me fornece, estava na sala com os amigos e me chamou para dentro. É um pessoalzinho meio besta. Não tem ilusão. O que temos em comum é o pó do qual somos feitos. É o pó que nos faz, mais nada. Mas o meu pó corre mais perigo. O meu pó vira cinza rápido. Quem incendeia? Pode ser a polícia. Pode ser qualquer um de nós mesmos, grupos rivais. Quero o fundo do mar. Quero a predileta minha e o meu putim que nasceu. Um dia vou ser navegante. Vou comprar um barco estrela com 3 lugares. Tô doido, viagem legal. A Terra vai explodir no mundo canal da televisão. Aqui fora já explode, malandro. A primeira vez que eu não sabia aspirar tudo. Os desejos, os sonhos, a viagem, tudo se atracou na minha garganta. Nem falar eu podia. Um dia eu vou ser navegante. Quero fazer uma viagem profunda, profundo do mar, amor. Predileta minha, o putinho meu, eu e os 3. A viagem funda que afunda. A vida vale? A dívida é minha? Com quem eu dividi essa dívida, essa dúvida? Dileta minha, putinho meu. C'est important de voir à quel point il y a des imaginaires communs et comment des questions, des sensations peuvent être partagées dans
plusieurs géographies, dans plusieurs langues. Et je sais que dans le pavillon, on a essayé aussi de faire rencontrer des mondes, des espaces. Et il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on peut pas dire. On aime bien ça. Je crois que c'est important. Quand on rentre dans le pavillon, tous les sens sont sollicités, mais effectivement, il y a aussi le son et il y a ta voix aussi. Et une fois la visite réalisée, les visiteurs et les visiteuses peuvent repartir avec un petit guide de visite qu'on a pensé pas vraiment comme un guide traditionnel, mais ils repartent avec les paroles de toutes les chansons. Et ces chansons, elles sont, elles mélangent les langues de la même manière que ce qu'on vient de vivre là. Et personne, à aucun moment, ne nous a dit qu'il y avait eu le sentiment de ne pas comprendre, de ne pas accéder au contenu. Je crois qu'à un moment donné, même en te regardant à l'instant lire le texte, il y a quelque chose qui est complètement, enfin, ton sourire, la manière dont les mots habitent le corps et sont donnés aux autres, c'est quelque chose qui était très important et je pense qui se vit dans le pavillon à travers tout ce travail sonore, musical, de poésie, que tu veux peut-être partager encore, non? On l'a fait un peu tout à l'heure. Oui, on repart encore du pavillon avec des mots. Ouais. C'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est une question que j'aimerais te poser, mais même si on peut en discuter plus tard, mais j'aimerais aussi beaucoup la poser à Pascal Torel. Est-ce que les mots durent plus longtemps ou résistent plus longtemps que les formes, que les sculptures? Je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'interroge des fois aussi. Après avoir fait une telle visite et avec une temporalité, effectivement, la seule chose que l'on peut garder, c'est les quelques images qu'on a pu prendre avec un appareil photo, un téléphone. Mais c'est repartir avec les mots et les mots qu'on pourra garder longtemps. Peut-être que ça peut être les deux, non? Je sais pas. Pourquoi choisir? C'est vrai. Ouais. D'autant que tout ce projet, il est dans quelque chose où les sens ne s'opposent pas et les formes, où le volume ne s'oppose pas au son et tout est enveloppant et tout. Je pense que les visiteurs et visiteuses, je crois que chaque expérience est vraiment singulière. Moi, je suis retournée au pavillon. C'était quand, la semaine dernière? Ça faisait, je sais pas combien de mois, quelques mois, en tout cas depuis l'ouverture, que je n'y étais pas allée. Et je vais pas dire que c'était comme la première fois parce que je suis rentrée, je savais déjà ce qui s'y retrouvait, mais j'ai pas eu une expérience qui était comparable à celle d'avant, ni à celle d'avant, ni à celle d'avant. Et on a passé 5 semaines en tout à monter l'exposition et le sentiment. Oui. 1 an et demi. Et 1 an et demi avant ça, mais la question de la forme, pour répondre à ta question, pour moi, elle est très, 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 très forte. Toutes ces histoires, tous ces... Alors, il n'y a pas que de la fiction hein, dans les 70 extraits sélectionnés, mais c'est effectivement voilà, un contenu. Mais pour moi, rentrer dans le pavillon, les détails, comme quelque chose qui, dans une forêt, tu vois, on n'a pas parlé encore de la forêt. De la forêt, mais c'est ça, c'est un environnement qui est tout le temps changeant, au gré d'un nuage qui passe, d'un rayon de lumière, d'un insecte qui bouge sur une feuille. Et cette exposition, elle est ça. Et je pense que la forme et la sculpture et le travail avec la réunion de tous ces sons, toutes ces formes, tous ces médias, fait ça. Et donc, ça, c'est assez infini, en fait. Donc, certes,
elle va pas toujours être là, cette exposition, mais en tout cas, l'expérience du travail, elle est durable pour moi. Et les mots peuvent pas forcément dupliquer ça. Il y a une expression de Dominique Gonzalez Forster que j'adore. Quand elle parle de l'exposition, d'ailleurs, elle dit c'est comme que son but. Alors, j'ai sûrement mal la paraphraser parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu cette citation, mais en gros, elle parlait de l'exposition comme d'un livre où arriver à faire l'exposition ultime, c'est arriver à faire en sorte, comme dans un livre, ce moment où on oublie qu'on lit et qu'on commence à voir. Voilà. Oh, je me suis trop approchée. Donc, tu vois, ça répond peut-être à ta question sur la durabilité de la forme. C'est comment le moment aussi où, quand on lit, on perd les mots et on ressent des choses aussi plus larges. Et cette exposition, elle est ça, je pense. Chaque petit, tu montres quelque chose avec beaucoup de détails, mais chaque endroit, chaque détail est un chemin. Je pense dans un monde qui est plus vaste ou plus petit, interconnecté à autre chose. Ouais, il y a 1000 pavillons dans ce pays. Ouais, il y a plusieurs chemins, plusieurs débuts et plusieurs fins possibles. Et puis même en image, c'est presque impossible de rendre compte par la photographie chaque élément qui compose tellement la densité et Parce que ça bouge pas. Là, par exemple. Alors qu'une des choses qui est très, très importante et très, très singulière dans cette proposition, dans ton projet, c'est que, par exemple, là, cette photo, on la voit, elle a des côtés, elle est cadrée, c'est une prise de vue, c'est un choix. À l'intérieur du pavillon, comme dans une forêt, on est entouré. Et quand on regarde quelque chose, on le regarde toujours à travers quelque chose d'autre qui passe devant la vue ou devant les yeux et qui est mouvant. Et ça, c'est pas l'expérience qu'on a généralement dans les musées ou en tout cas, si on regarde le temps plus long des normes, en tout cas de l'histoire de l'art, il y a la composition, il y a la perspective, il y a le moment où juste en face, on peut aller dans la grande galerie du Louvre, regarder la peinture italienne et cette manière dont on peut reculer et puis appréhender une œuvre. Ce recul et cet espace, en tout cas muséal, cette expérience-là de l'art, là, c'est tout le contraire. C'est vraiment impossible de prendre du recul, donc on est presque débordé par les détails. Et pour moi, ça, c'est vraiment une des singularités du travail. Alors même, on le voit ici, si tu reviens à l'image précédente, on voit que en fixant vraiment les choses et à des moments, les choses se dessinent. Mais ça, par exemple, ce moment où la forme se découpe sur un fond blanc, elle est très rare et elle apparaît alors que votre corps bouge et marche. Voilà. Et donc ça, la sculpture le fait et ça dure, je pense. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais on peut pas partir à la maison avec les expos. Tu m'as dit l'autre jour parce que je te disais, j'ai toutes tes chansons dans la tête, là, ça y est, ça recommence. Et tu m'as dit, non, mais moi, je les ai pas dans la tête parce elles sont toujours là. Ouais. Et bien, moi, je pense que cette expérience-là, les personnes l'emmènent avec eux et elles. C'est vrai. On écoute une chose et on ouvre. Je pense que c'est important. Je ne vais pas ramener Venise et je m'excuse. Mais il y a des choses qui peuvent se déplacer. Dans ce qui se déplace, il y a des choses qui peuvent se déplacer. C'est petit.
La nuit privée, la nuit de rivage carrossacé, personne peut effacer. La nuit privée, la nuit de rivage carrossacé, personne peut effacer. La nuit privée, la nuit de rivage carrossacé, personne peut effacer. La nuit privée, même des rivages carrossacés, personne peut effacer. Caravane, caravane, voyage au large. Cannibale, derrière feuillage, sabotage, sur la plage. Inhumain, inhumé, inouï, nuagement, c'est fini, ça pleuvoir, revoir, comme ça d'esprit. Inhumain, inhumé, inouï, nuage noir, c'est fini, va pleuvoir, revoir, Saint-Esprit, caravane, flèche, cœur, caravane, mensualité, caravane, flèche, cœur, caravane, mensualité. Caravane, flèche, cure, caravane, morcelinette, caravane, flèche, cure, caravane, morcelinette, caravane, caravane, voyage là, cannibale, derrière ses langes, sabotage, sur la plage. La nuit privée, même ville de rivage carrossacé, personne peut effacer. La nuit privée, même ville de rivage carrossacé, personne peut effacer. Coupez tête, oui les cases, 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 coupez tête. Oui les cases, coupez tête, oui les cases, coupez tête, oui les cases, coupez tête, oui les cases. Caravane, caravane, voyage de l'eau. Cannibale, derrière ses larges, sabotage, sur la plage. Allez.